Existe-t-il encore des stratégies jouables dans l'obligataire? C'est la question qu'on se pose alors que les taux outre-Atlantique sont en train de remonter. C'est la question du live du Grand Forum du patrimoine. C'est tout de suite. C'est avec deux intervenants, deux experts. Éléonore Bunel d'un côté. Éléonore, bonjour. Bonjour. Éléonore, vous êtes à Bénodet, vous êtes avec nous en duplex. On vous remercie de vous être libérée et vous êtes d'autre part accessoirement la patronne de la gestion obligataire chez Lazare Frères Gestion. Et puis à vos côtés, mais un petit peu plus loin, toujours en duplex, Jacques Sudre à Paris. Jacques, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Jacques, vous êtes gérant du fonds Sextant Bond Picking chez Amiral Gestion. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé pour l'un et l'autre? Bon, c'est bon. C'est tout à fait ça. Alors, je vais vous demander, pour démarrer cette table ronde, de bien vouloir, de façon succincte, vous présenter l'un et l'autre, et puis surtout présenter de façon très typée vos maisons de gestion. Qui se lance? Allez, Éléonore. Allez. Donc nous, en fait, Lazare Frères Gestion est une société de gestion donc basée en France, mais qui appartient à un grand groupe international qui est Lazare. En France, nous gérons 30 milliards d'euros, donc sur les actions, les fonds diversifiés, les convertibles également, et évidemment sur les obligations. Donc nous sommes, la marque de fabrique, je dirais que c'est que nous sommes tous analystes gérants. Donc nous analysons les sociétés et au sein du marché obligataire, c'est effectivement le cas avec le marché du crédit. On va tous couvrir des secteurs, donc en étant gérant analyste. Donc notre marque de fabrique, nous, sur l'obligataire, ce sont surtout les dettes subordonnées financières et le high yield, mais nous gérons aussi, nous avons la capacité de gérer l'ensemble de l'univers obligataire. Ok, c'est très clair. Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bien. Amiral? On est une boutique comparée Aux 30 aux milliards. autres gérants. Donc nous, on gère 3 milliards et demi à peu près. On est basé à Paris avec un bureau d'analyse à Singapour et on est très fondamentaux. On a 50 collaborateurs et on est vraiment une société de stock et de bond picker. Et donc ces capacités d'analyse et de sélection vont s'exprimer très fortement sur le crédit et en particulier sur le crédit au rendement. Quand vous dites, Jacques, on est fondamentaux, ça veut dire que vous vous intéressez assez peu à l'environnement, à l'indice, vous êtes sur de la gestion de conviction, c'est ça? Exactement, on va prendre l'environnement et la macroéconomie en ce qu'elle influence les valeurs qu'on sélectionne et les sociétés qui émettent, mais on va construire nos portefeuilles vraiment comme une résultante de la sélection D'accord. des titres et des sociétés. Ok, c'est clair. Alors, Éléonore, Jacques, l'intitulé de notre table ronde, c'est existe-t-il encore des stratégies dans l'obligataire? Parce que depuis quelque temps, les taux remontent, les taux longs remontent outre-Atlantique. Est-ce que ça vous inquiète pas un petit peu, vous qui êtes gérant obligataire, hein? On le rappelle, quand les taux remontent mécaniquement, ça fait baisser la valeur des papiers. Vous n'êtes pas inquiète, Éléonore? Alors, inquiète, non, parce qu'on peut toujours s'ajuster en termes de gestion hein, dans un fonds obligataire et notamment dans un fonds flexible. Vous pouvez parier sur cette remontée de taux et générer une performance positive en étant, par exemple, short de futurs américains. Donc, ça ne nous inquiète pas outre mesure. Après, c'est vrai que nous avons un scénario où nous pensons que les taux américains vont continuer hein, cette hausse. Cette hausse va continuer. On s'attend probablement peut-être à atteindre les 2% assez rapidement sur le taux 10 ans américain, voire 2,5, 2,5 en fin d'année. Il ne faut pas oublier que la normalisation des anticipations d'inflation hein, via le swap d'inflation 10 ans est déjà à 2,5. Donc, c'est déjà fait. Ensuite, si on regarde les taux réels, on est passé de moins 1,2 sur le 10 ans américain à moins 0,8. Et donc D'accord. ça, ce niveau de moins 0,8, c'est pas du tout cohérent avec une reprise économique qui s'annonce vraiment très 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 forte. Donc typiquement, ces taux réels peuvent revenir à zéro et donc vous aurez des taux nominaux à 2,5. Donc oui, la hausse va continuer, mais il y a des moyens de profiter de cette hausse au sein de fonds obligataires. Mais Éléonore, dans l'offre obligataire que vous proposez aux investisseurs Mhm. français, vous avez des papiers européens, enfin de la zone euro, vous avez aussi des papiers américains. Alors, on a des papiers américains. Pour être honnête, on a des papiers américains libellés en euros. D'accord, Donc c'est assez faible. Le pari d'accord, qu'on fait sur les États-Unis se fait via des futurs taux
voilà, sur lesquels on Ok. va se positionner en short pour avoir une sensibilité au total sur le fond négative. Cela signifie, quand vous avez une sensibilité négative, que lorsque les taux remontent, vous générez une performance positive, ce qui est très intéressant dans un contexte comme celui-ci. C'est clair. Jacques, même question, cette remontée des taux américains, vous en tant que gérant obligataire, ça vous inquiète ou pas? Écoutez, on s'y prépare, on doit l'intégrer dans notre investissement. Euh, et Léonore le disait, c'est déjà intégré dans les futurs, donc le consensus est à 2,5. Ça n'est pas vraiment dans notre nature d'avoir des prévisions macro parce que notre typologie de gestion, c'est vraiment d'aller chercher de la marge de crédit Hmm. et nous gérons la sensibilité au risque de taux ou à la remontée des taux et donc de l'inflation en dimensionnant cette sensibilité à un niveau avec lequel on est confortable. Donc pour la remontée des taux US, évidemment, il faut se poser la question de l'inflation. 20% des dollars existants ont été créés l'année dernière uniquement. Les anticipations d'inflation, c'est ce qui a tué Bill Gross, hein, le gérant légendaire, s'est raté sur les indexés inflation. Les questions pour nous, c'est de savoir si cette poussée inflationniste sera quelque chose de durable, si on parle d'un nouveau régime, ou si, comme la Fed l'a dit lors de sa dernière réunion, ce sera quelque chose de plus temporaire. Le plus important pour nous étant de s'y préparer, et pour ça, on sélectionne et on construit des portefeuilles qui ont une marge de crédit qui absorbe avec beaucoup de facilité le risque de taux, mais on y reviendra peut-être. Ok, c'est clair. Jacques, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un risque, un phénomène de contagion sur les taux au sein de la zone euro? Ou est-ce que ça va rester circonscrit à la zone Amérique? Encore une fois, c'est très difficile pour nous de répondre. Euh, le marché est en tout cas relativement sceptique sur la contagion de la remontée des taux US dans la zone euro. On voit, pour revenir sur l'inflation, qu'il y a des réels éléments inflationnistes qui sont déjà en cours, la remontée des matières premières, l'explosion du prix du fret maritime avec la reprise économique. Les PMI américains ont été exceptionnels et on voit quelques publications en Europe qui sont encourageantes. Euh, on ne sait pas si cette remontée des taux européens sera une réalité. Ce qui est Hmm, possible, c'est qu'une poussée inflationniste se traduise autrement. On a parlé des matières premières. hmm. On peut également évoquer des débasements monétaires. Voilà, c'est encore une fois y être prêt pour nous et ce qu'il y a de plus important, sans préjuger de la survenue de l'événement. Ok, c'est clair. Éléonore, pareil, l'hypothèse d'une contagion européenne vous semble peu plausible? Alors, il y a toujours une contagion qui s'opère entre l'Europe quand même et les États-Unis. Oui, Après, parce que c'est vrai que le mouvement sera moindre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les plans de relance en Europe sont pas aussi importants qu'aux États-Unis. Donc, il y aura moins d'émissions, le volume d'émissions d'aide sera quand même plus faible par rapport aux États-Unis. Et puis, on a surtout une inflation plus basse. Clairement, en Europe, les pressions à l'accélération de l'inflation vont mettre beaucoup plus de temps à apparaître. Et en plus, si on regarde un petit peu côté banque centrale, on a quand même une banque centrale européenne, donc Madame Lagarde, qui répète à chaque fois que voilà, la Banque centrale européenne renforcera ses achats pour ne pas faire trop déraper les taux longs. Donc elle l'a encore dit récemment, et on voit bien depuis quelques semaines que le montant hebdomadaire des achats augmente. Donc on voit bien que le mouvement sera hmm. peut-être similaire à la direction, mais moindre par rapport aux États-Unis. Oui, il y a toujours cette tendance des États-Unis à donner le là où la tendance des marchés financiers mondiaux. Et quand ça bouge aux États-Unis, même si l'environnement économique n'est pas le même, bah, fatalement, sur Ouais. les marchés européens, ça ne peut pas rester complètement insensible. L'un et l'autre, vous nous disiez comment vous appréhendiez la remontée des taux. Est-ce qu'on pourrait descendre un peu plus concrètement dans votre gestion? Jacques, par exemple, dans Sextant Bond Picking, euh, c'est quoi vos secteurs que vous privilégiez? C'est quoi que vous mettez en portefeuille? Alors, on n'a pas de secteur particulier parce que Ah c'est oui, c'est vrai, vraiment,
Vous faites que du bond picking, vous ne dites pas je veux tel ou tel secteur. Alors, si on veut généraliser, ce seraient les secteurs plutôt délaissés, là où on peut trouver de la valeur, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une marge de crédit qui soit attractive, avec un risque de sensibilité, comme on l'a noté, très limité. Et pour ça, il faut aller chercher de la valeur. Donc, des secteurs délaissés, si on va plus dans le détail, il y a la distribution, qu'elle soit de- au travers de centres commerciaux. Unibail, Ouais. par exemple, est un bon exemple de cela, et C'est- Xavier c'est- Niel s'y est pas trompé. Mais Unibail, c'est un bon exemple, Unibail, parce qu'effectivement, les centres commerciaux, il y a peut-être quand même de bonnes raisons pour lesquelles ces centres de commerciaux sont délaissés, parce que avec du Covid qui oblige à tout fermer et le développement du e-commerce, vous prenez pas un risque en allant sur des actifs comme ça? Alors la tendance, vous l'avez raison, on l'a bien vu. Il y a en plus une pérennité de ce e-commerce qui a explosé avec le Covid et des habitudes de consommation qui se Ah modifient. oui. Dans le cadre d'Unibail, on ne parle pas de centres commerciaux, comment dire, médium, c'est vraiment du très haut de gamme. Ce Ok. sont des emplacements vraiment très premium et ceux dans le monde entier, notamment aux États-Unis et en Europe. Et en fait, il n'y a pas de foncière comme Unibail qui puisse répliquer leurs emplacements. Et c'est très utile notamment quand une marque mondiale veut déployer ses magasins dans une évolution conjointe. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple. Mais on peut parler également de Casino, qui est une situation très complexe où les marchés sont tout à fait sceptiques sur l'émetteur et où nous, on voit une valeur d'actifs extraordinaire avec notamment Cdiscount, le deuxième site marchand Oui. en France, qui est la propriété du groupe Casino, qui explose en valeur. Et cette collection d'actifs du Brésil à la France va vraiment couvrir notre dette de manière très avantageuse. Donc il faut aller dans les détails. Il faut également aller dans des marchés qui sont un peu délaissés. Un exemple intéressant pour nous ces jours-ci, ce sont les obligations convertibles qui n'ont plus de valeur d'option. Oui. L'action a beaucoup souffert, ça ne sera pas converti en action. Donc les fonds spécialisés sont moins intéressés par ces profils et les fonds crédits traditionnels soit ne connaissent pas, soit ne peuvent pas se positionner parce que c'est plus petit, moins noté, moins connu. Et on peut prendre des exemples comme Econocom, qui est cotée en Belgique, la société française franco-belge de services aux entreprises, de leasing de matériel informatique. Vous avez une société qui est en cash net. Sur le bilan, il n'y a plus que le leasing des clients. Et cette obligation convertible est de maturité 2 ans et vous rapporte 6%. Hmm. Si on compare ça au marché à yield qui rapporte 2,5% pour plus de 4 ans de maturité, c'est extrêmement attractif. Voilà les différents exemples de ce qu'on peut faire ces jours-ci. Ça, c'est bien parce que ça illustre par un exemple ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes un gérant fondamental, gestion de conviction, donc on fouille et on va y compris sur des choses qui a priori auraient pu paraître un peu contre-intuitives comme la distribution. À l'inverse, Jacques, des secteurs, donc vous dites ben, la distribution, contre toute attente, il y a des choses à faire, il faut fouiller. À l'inverse des secteurs dont vous dites on reste à distance, c'est peut-être bien pour les autres, mais nous on préfère ne pas y mettre les doigts. Alors, on a du mal à faire plusieurs choses. Un exemple évident, c'est qu'aujourd'hui, dans les marchés de crédit, les opérateurs télécoms bénéficient de conditions sur les marchés très très bons parce que dans un contexte Covid, ils ont été protégés avec une activité résiliente, une valeur d'actifs, etc. Néanmoins, on pense que ça ne rémunère pas assez aujourd'hui et que ce genre d'investissement n'offre que de la duration, donc du risque de taux, une faible visibilité sur le profil de l'émetteur et ne nous paye pas assez. Ou un autre exemple, ce sont des situations où le marché a estimé que ces émetteurs pourraient être soutenus parce qu'ils sont stratégiques, ils sont importants. On peut parler notamment d'Air France ou Ouais, de CMA-CGM qui sont dans des situations financières extrêmement précaires, pour le dire de manière modérée, ouais. et qui ont en effet été soutenus par l'État. Simplement, il s'agit d'un pari, d'une anticipation qui nous semble quelquefois difficile à réaliser parce que ça dépend plus de probabilités que de cas d'investissement. Et le contre-exemple, ça a été Vallourec, hein, le fabricant de tuyaux sans soudure pour l'industrie pétrolière, Pétrolière. où l'État a conditionné son soutien
au fait que les porteurs de dette fassent un effort et abandonnent une partie de leurs créances. Donc ces cas d'investissement-là, on a beaucoup plus de mal à se positionner. On veut vraiment avoir un cas d'investissement démontrable, solide, sur lequel on a D'accord. une approche fondamentale qui vient nous protéger. Ok, c'est très clair. Éléonore, même chose. Alors, on va peut-être pas parler de valeur, mais les Mm. secteurs que dans votre gestion obligataire, votre maison privilégie, et puis après, question subsidiaire, pardon, les secteurs dont vous dites il est temps de rester à distance. Alors, qu'est-ce que vous Ah, privilégiez, vous? Parce que vous nous disiez, vous êtes très flexible dans votre gestion, vous pouvez être en sensibilité négative. mhm. Donc vous n'hésitez pas à utiliser toutes les manettes. En termes de secteur et de région, c'est quoi vos tiercés gagnants? Alors, en termes de secteur et de région, donc moi je parlerai déjà du secteur bancaire et puis des secteurs cycliques. Mais je dirais, si on regarde entre Ouais. l'investment grade et le high yield, par exemple, on a deux catégories différentes. On va aller se positionner plus sur des secteurs et émetteurs high yield, donc à haut rendement, parce qu'on pense qu'il y a quand même plus de valeur aujourd'hui sur ce type de catégorie. Et c'est vrai que le haut rendement est aussi moins sensible aux variations de taux. Donc vous avez du portage et puis vous êtes moins sensible à une remontée des taux. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le high yield? On va aller chercher des secteurs qui ont effectivement qui ont été un petit peu délaissés l'année dernière. Donc on s'est repositionné déjà il y a pas mal de temps, mais sur les transports, sur la distribution, sur les Transport aérien? loisirs. Oui, entre autres. D'accord. Voilà, donc nous, on joue évidemment la reprise, hein, et la réouverture des économies, puisqu'on voit bien que quand la campagne de vaccination vraiment aura atteint son rythme de croisière, on voit bien que toutes les économies commencent à rouvrir. Donc on a le UK aujourd'hui, On le voit au on a eu Royaume-Uni. voilà, le Royaume-Uni, on a eu les États-Unis. Donc on voit bien qu'on s'oriente vers une réouverture des économies. Et c'est vrai que tous ces noms-là qui ont été vraiment impactés, hein, par la crise de la Covid-19 vont, voilà, vont revenir en termes d'investissement auprès des gens. Et c'est vrai que ce sont les seuls secteurs où il y a encore quand même une disparité en termes de primes de risque. Donc nous, on se repositionne sur ces secteurs. Les fondamentaux, je dirais, de manière générale, hein, s'améliorent. De toute façon, on voit bien qu'on a des leviers qui vont baisser cette année, on a voilà, des résultats qui vont être meilleurs, on a des augmentations de notation aussi, hein, au sein des agences de notation qui vont continuer, qui ont déjà commencé, et puis des taux de défaut qui vont commencer à baisser. Là, on a eu un pic au mois de novembre à 4,9. Ouais. Ça s'est stabilisé depuis novembre. Là, en mars, on était à 4,7% en Europe. Mais les prévisions de Moody's, c'est une baisse continue jusqu'à décembre à 2,3. Donc, on va atteindre les niveaux de moyenne historique. Donc, on voit bien qu'en termes de fondamentaux, sur l'ensemble de l'univers crédit, on va vers quelque chose de meilleur. On a, Donc, il faut vraiment aller se positionner sur des noms qui ont encore de la valeur. Donc, on a quand, ça en termes quand, entreprise, mais on a aussi le secteur bancaire. quand on voit ces taux de défaut qui reviennent un peu à la normale, on a l'impression un peu qu'il y a des secteurs qui ont un peu, comme on dit, purgé. Et que ça s'est du coup un peu assaini. C'est ça votre sentiment? Non, le sentiment, tout simplement, c'est qu'on a eu des aides, les prêts garantis d'État, le chômage partiel, voilà, qui ont aidé ces entreprises à survivre. Et finalement, les taux de défaut annoncés, hein, je vous rappelle qu'au mois d'avril l'année dernière, les agences de notation s'attendaient à des taux de défaut autour de 10%. On Ouais. n'est jamais allé au niveau des 10%, hein. Le pic, c'était 4,9 au mois de novembre. Et pourquoi? Grâce à toutes ces aides qui ont été mises en place, donc mises en place par les gouvernements, donc ce que je disais tout à l'heure, le chômage partiel, les prêts garantis d'État, voilà, toutes ces aides ont permis à ces sociétés de tenir. Après, on a ce que je disais tout à l'heure, on a aussi, nous, on aime bien le secteur bancaire, c'est vraiment notre cœur de métier, les dettes subordonnées financières. On aime ça parce que quand vous descendez dans la structure de capital d'une banque, donc vous pouvez avoir plus de rendement. Donc notamment si vous Hmm. descendez tout en bas, ce qu'on appelle les additional tier 1, donc vous pouvez avoir donc un rendement vraiment intéressant, équivalent à celui du high yield, tout en étant positionné sur un émetteur investment grade, donc très très bien noté.
single A, enfin le Ouais, single A ou triple B+. Donc on est vraiment, nous, c'est tout à fait le type de dette qu'on aime, puisque la probabilité de faire défaut est quand même très basse, très faible, et en face de cela, on a un rendement très attractif. Donc notre portefeuille va être constitué de dettes subordonnées financières, mais également de dettes ok. à haut rendement, et notamment sur les secteurs dont je vous parlais tout à l'heure. On va revenir sur le rendement, mais juste pour terminer sur cette question, Éléonore, à l'inverse, les secteurs ou les thématiques dont vous restez à distance. Bah, honnêtement, ça va être tous les secteurs un petit peu défensifs où pour nous, il n'y a plus beaucoup de valeur, hein. Donc le secteur des utilities, voilà, des télécoms. La Voilà, distribution? on aime bien fondamentalement en fait, hein, mais en termes de valeur, D'accord. on n'a plus trop d'intérêt. Donc voilà, on n'en a pas forcément dans nos portefeuilles. Après, pour revenir peut-être sur les pays, parce que vous me posez la question Ouais. des pays, c'est vrai que si on regarde au sein de la zone euro, en Europe, on a quand même une petite préférence pour les dettes issues de pays périphériques. Donc le Portugal, la Grèce même, l'Italie, l'Espagne, notamment au sein justement du système bancaire et des dettes subordonnées bancaires. Donc on est positionné sur les dettes subordonnées bancaires issues de pays périphériques, enfin de banques de pays périphériques. Éléonore, vous parliez de rendement. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on peut attendre en tant qu'investisseur sur ces fonds obligataires? Historiquement, sur les 2, 3 dernières années, ça a délivré quoi? Comment En 2019, le fonds flexible, justement, en 2019, a fait la performance d'un fonds à yield, hein, donc 9%. Ouais, L'année dernière, autour des 9%. L'année dernière, on était au-delà de 13%. Donc là, d'accord. vraiment, on voit l'intérêt d'avoir une flexibilité de couvrir rapidement le risque de crédit ou le risque de taux d'ailleurs, parce que autant l'année dernière, nous avons couvert le risque de crédit en février, donc on était protégé quand la crise est arrivée, donc ça a permis de générer cette performance de plus de 13%, hein, qui est quand même très bonne pour une année comme celle-ci. Et puis un début d'année, là, on a un premier trimestre, on arrive à générer un tout petit peu moins de 3%, D'accord, ce qui est plutôt bien dans un univers de taux qui remonte. absolument. Donc encore une fois, là, cette flexibilité de début d'année, elle est particulièrement importante sur la sensibilité négative du fonds. Et donc ce pari qui fait que lorsque les taux remontent, nous générons une performance positive. Donc si vous êtes positionné en sensibilité négative et qu'en plus vous avez des obligations à haut rendement ou des dettes subordonnées financières qui génèrent un rendement autour de 3%, eh ben, vous pouvez facilement faire des performances de 4, 5, 6% sur une année, D'accord, minimum. Donc voilà. ok, c'est très clair. Jacques Sudre, pareil sur les rendements, alors un peu l'historique et puis les perspectives. Ça a donné quoi, bond picking? Mais on a un profil, nous, qui nous donne un élément de satisfaction, c'est qu'il est assez stable. Si on D'accord, regarde 2019, on a eu une performance de l'ordre de 4%. 2020, on était à 4,6%. Et puis, depuis le début de l'année, on est à 3,7%. d'accord, Et l'idée, c'est qu'on fait à peu près la même chose avec des variations selon les moments de marché, mais nous avons un portefeuille qui est relativement court, donc avec une sensibilité très faible. très Aujourd'hui, c'est faible. 1,4 et un rendement qui peut vraiment absorber avec facilité cette sensibilité. En moyenne, le fonds a aujourd'hui 2,5, un peu plus de 2,5 de rendement, alors même qu'on a 25% de cash. Donc, si on compare au marché à haut rendement, on est plus de 2 fois et demi plus court. On rapporte la même chose alors qu'on peut réinvestir Hmm, un quart et en fait jusqu'à la moitié du portefeuille parce qu'on est très très court. Et c'est ce qui nous permet d'absorber les chocs, de réinvestir lorsqu'il y a des belles opportunités et d'avoir des performances, là on regarde des performances calendaires, mais qui sont relativement stables. Donc on va protéger d'accord. l'investissement de nos clients en ayant cette approche très sévère fondamentalement, courte et avec une sensibilité extrêmement limitée. Ok, c'est clair. Il nous reste à peu près 5 minutes pour notre table ronde. Il y a un point important que j'aimerais qu'on aborde, c'est ces gestions obligataires.
on s'adresse entre autres à des CGP, des partenaires CGP. Ça se vend comment? Parce que c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs trimestres qu'on se dit, ah, les taux c'est compliqué, les taux c'est compliqué. Euh, Comment ça se vend? Et ça joue quel rôle dans les portefeuilles? C'est qui? Est-ce que vous avez une typologie d'investisseurs sur ces fonds obligataires? C'est qui aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est qui les investisseurs, les particuliers qui vont sur l'obligataire? Et pour faire quoi? Pour en attendre quoi? Qui se lance? Allez, Allez, je me lance. Éléonore. Bah, en termes de typologie d'investisseurs, c'est vrai qu'on est, c'est assez large, hein, ça va effectivement du retail via les banques privées et les CGP, mais aussi le côté institutionnel. Donc c'est On assez laisse de diversifié en côté, termes de on laisse de clientèle. côté l'institutionnel. C'est pas. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est juste pour expliquer que c'est quand même très diversifié. Quand vous rentrez dans un fonds comme ça, le fonds va être diversifié. D'accord. Après, comment on vend de l'obligataire? Bah, l'obligataire, en fait, c'est notamment un fonds flexible, c'est pouvoir détenir un peu de crédit offensif, donc qui apporte un rendement finalement plus élevé que le fonds en euros, mais qui est probablement aussi moins risqué qu'une action. Donc on est entre les deux, entre le fonds en euros et l'action. Et voilà, donc j'ai envie de dire, même en cas, on l'a dit tout à l'heure, mais même en cas de remontée de taux, et ça, c'est peut-être contre-intuitif, effectivement, on peut générer sur l'obligataire une performance positive. D'accord. Ok. Ça sent un peu quelque chose qui relève un peu du tout-terrain, Éléonore. Oui, c'est exactement ça. Voilà. On peut investir sur l'ensemble de l'univers obligataire et puis parier D'accord. sur. Alors parier, c'est pas le bon mot, mais Non, vraiment non. se positionner Se sur positionner. soit voilà une remontée de taux, une baisse de taux, un écartement des primes de risque crédit, un resserrement des primes de risque des primes des spreads de crédit. Donc on est vraiment sur voilà un véhicule tout terrain pour affronter tous les cycles et toutes les années, en fait, année après année, des événements qui peuvent arriver sur le marché obligataire. Ok, c'est très clair. Même question, Jacques, vous sur Bond Picking, c'est quoi le profil des investisseurs que vous avez sur ce fonds obligataire? Alors nous, on est très largement distribué auprès de nos partenaires CGP. Donc ça va venir répondre à des besoins d'investissement de personnes privées comme à des besoins de trésorerie longue d'entreprises. Pour les clients qui cherchent un profil protecteur, mais surtout extrêmement transparent, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un rendement qui soit meilleur que le fonds en euros et qui protège un peu des hausses de taux et des différentes vicissitudes des marchés, il faut savoir quel risque on va prendre. On prend nécessairement un risque, que ce soit de la Ouais. devise, des courbes de taux, etc., etc. Quelquefois, il est difficile d'avoir une transparence là-dessus. En ce qui nous concerne, c'est très net. On offre à nos clients un risque de crédit, le risque des émetteurs qui viennent emprunter de l'argent. Et ce que nous avons comme gestion pour répondre à ce risque, c'est d'avoir une sélection très sévère, extrêmement fine de ce risque d'émetteur et d'avoir une flexibilité de l'investissement qui nous permet d'être plus ou moins investis selon l'attractivité des marchés de crédit et de pouvoir réinvestir s'il y a quelque chose de plus intéressant. Donc on peut vendre ce fonds comme une alternative intéressante au profil prudent, protecteur, en tout cas quelque D'accord. chose qui va apporter de la stabilité au portefeuille du client. Ok, c'est clair. Pour conclure, on a pas mal parlé des taux américains, le risque de contagion, etc. On espère que la situation va se normaliser, que la situation sanitaire va se normaliser, entre autres avec le vaccin. Si on devait faire un petit peu de prospective horizon fin 2021, c'est quoi les événements auxquels vous êtes l'une et l'autre attentifs? Et c'est quoi le message que vous auriez, pour conclure, envie de délivrer pardon, aux investisseurs? Allez, Éléonore, qu'est-ce qu'on voit devant? Calme Alors, plat? qu'est-ce qu'on voit devant? Bah, il faut scruter de très près, évidemment, l'inflation et la croissance, notamment américaine. Voilà. Et puis, ça, c'est le côté, je dirais, positif. Et puis, on a le Oui, côté négatif. Faut quand même scruter la crise sanitaire et les variants et le déploiement des vaccins, etc., etc. d'accord. Donc, on est quand même,
voilà, pour le moment, on est quand même sur un scénario où les économies vont réouvrir et voilà, la crise sera probablement derrière nous. Mais attention, restez vigilants. Voilà, tant qu'on n'est pas quand même sorti d'affaires totalement. Mais bon, l'intérêt d'un fonds flexible, c'est justement de pouvoir se réadapter en temps et en heure. C'est très clair. Donc, confiance et vigilance pour Éléonore. Jacques, horizon fin 2021, c'est quoi? Est-ce que vous arrivez à avoir des certitudes? Non. Et ça, Bon, c'est quand même le c'est propre clair. du gérant. Il faut savoir s'adapter. D'accord? Euh, pour 2021, on navigue entre deux bornes de risque. Éléonore l'a mentionné, si la reprise économique est très forte, etc., il y a évidemment une attention très importante à avoir sur l'inflation et les taux. Mais à l'inverse, si on regarde les marchés de crédit et les marchés obligataires, il faut rester, à notre sens, très prudent parce qu'il y a eu toutes ces mesures de soutien auprès des entreprises, de prêts garantis, de chômage partiel, qui ont agi en partie comme des retardateurs de défaut. Donc garder un œil là-dessus. Et puis, si on regarde le contexte d'investissement, avec les taux négatifs, avec les valorisations des marchés qui sont extrêmement élevées, il faut être très prudent sur les profils de rémunération qu'on achète et donc vérifier qu'on est vraiment bien payé pour un risque fondamental, convenable et prévisible. Et ça, pour nous, ça indique un besoin de sélectivité très très fort. C'est très clair. Merci l'une et l'autre d'avoir été avec nous. Merci Éléonore Bunel, à partir, je le rappelle, en duplex de Bénodet, et puis Jacques Sudre en duplex de Paris. Merci de votre présence et de votre participation. À très bientôt. Merci à vous pour l'invitation. Merci.